Salut à tous. Alors, ça fait un moment que je vous la promets et on me la demande souvent. Donc, on va se faire un guide complet comment choisir son enduro, son vélo d'enduro. Donc, ça va être un guide très complet. On va aborder un peu tous les points, la géométrie, le vélo et le pilote. Je garde mon téléphone parce que j'ai pris quelques notes. Donc, déjà, n'oubliez pas de commenter, liker, partager. Ça va être un peu dur parce que je suis covidé actuellement et j'ai un peu de mal à respirer. Donc on va y aller tranquille. Donc on va faire ça par rubrique. Je vais essayer d'être chronologique et de faire au mieux. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que l'enduro? Parce que la base, c'est ça, il faut déjà recentrer le truc. L'enduro, c'est donc, pour moi, la discipline la plus complète et la plus complexe du VTT actuellement, dans le sens où il faut, en termes de vélo, il faut avoir un vélo qui pourrait descendre comme un DH sur des pistes qui sont parfois presque aussi techniques que de la DH, voire plus. Qui puisse être capable aussi de monter et de parcourir les liaisons. Donc vous comprenez bien que c'est deux choses qui sont assez antagonistes. Donc ça demande des recherches et du développement qu'on n'a pas sur un DH. Un DH, ce qu'on lui demande, c'est de descendre et puis la montée, on n'en a rien à foutre. Et pareil pour un cross-country, lui, c'est le rendement. Donc je veux dire, on sait très bien qu'un cross-country, ce qu'on lui demande, c'est du rendement et que la descente, c'est important, mais voilà, le plus important, ça va être le rendement. Pareil pour le pilote, donc pour le pilote c'est pareil, quand on fait de l'enduro un peu de manière en compétition et de manière un peu sérieuse, c'est pareil, c'est une discipline qui met vachement à l'épreuve parce qu'il faut savoir descendre vite, avoir un gros bagage technique, avoir un bagage physique parce qu'il faut tenir les liaisons, il faut être lucide pour les descentes et tout ça avec un équipement qui pèse lourd, qui tient chaud, le casque intégral, les genouillères, les coudières, le plastron, le sac à dos, l'eau, c'est l'enduro, c'est la plaie du VTT. Hein. Il faut comprendre que voilà, pour moi, c'est la discipline la plus physique. Ça, c'est clair et net. Donc, on va commencer. Déjà, si c'est pour faire de la compétition ou pas de la compétition. Deux trucs différents. Donc, si c'est pour faire de la compétition, on va chercher quand même à avoir au niveau des suspensions des choses un peu sérieuses qui se règlent assez précisément, voilà, pas du select, parce que le select, par exemple, l'entrée de gamme chez RockShox, à un moment donné, il va plus suivre, hein, ça va plus suivre, il n'y a pas assez de réglages, il n'y a pas assez de trucs, il n'y a pas de, voilà, donc race ou non, ça veut dire aussi son niveau de pilotage. Déjà se situer, savoir si voilà, on envoie fort, si on est plutôt en mode cool, voilà, ça ne nous empêche pas de faire de la compétition, mais évidemment, si vous avez un niveau qui est entré, mais vous aimez bien faire des compétitions, c'est bien, c'est super, vous allez progresser, c'est génial, mais n'achetez pas un vélo à 10 000 €, ça sert à rien du tout, contentez-vous de ce que vous avez, de mettre à l'épreuve ce que vous avez, et si jamais vous surpassez le vélo, vous verrez plus tard, mais ne commencez pas avec des vélos super chers en vous disant oui, c'est le vélo qui va me tirer. Non, pas du tout. Race. Donc pour la race, on va prendre bien sûr un vélo qui a quand même pas mal de débattements. Je pense que derrière, minimum 150 et devant 160, 170, c'est bien. Après, si c'est pour plus de l'enduro plaisir, on peut avoir un vélo qui commence en 130 derrière et même en 150 devant, ça marchera très bien. Ça va dépendre aussi du terrain. Donc le terrain, c'est pareil. Si vous avez un terrain très pentu, cassant, avec des descentes qui sont longues, engagées, évidemment, choisissez un enduro avec des suspensions à plus gros débattement, un angle devant qui est plus ouvert. Si vous avez exclusivement des spéciales très rapides où ça ne se tourne pas beaucoup, bah, prenez un vélo long pour avoir plus de stabilité. Si vous avez des pif-paf, prenez des vélos un peu plus courts. Ça, on va y revenir. 27 ou 29 29, on va pas parler marketing ou pas marketing, le fait est là. Donc moi personnellement le 29 je préfère parce qu'on a vraiment une différence avec le 27. Autant entre le 26 et le 27
il y a peu de différence parce qu'il faut savoir que le 27,5 c'est pas le milieu entre le 26 et le 29. Hein. Le 26 il est là, le 27,5 il est là et le 29 il est là. Le 29 est beaucoup plus grand que le 26 et le 27. Donc 29, voilà, ça aide, déjà ça roule mieux. Alors c'est sûr qu'au pédalage en montée c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus lourd à traîner, un petit peu plus d'inertie, mais en descente, en termes de franchissement, de grip, à savoir que voilà, il y a plus de surface de pneus au sol, il y a plus de grip. Donc oui, 29, carrément 29, c'est clair et net. Je dis pas que le 27 n'est pas bien, mais je dis que en enduro, oui, 29, ça c'est clair. Quel poids maximum? Alors ça, souvent on me dit quel poids maximum. Le poids, il faut savoir que trop léger, c'est pas bon. Il vaut mieux qu'il soit un peu trop lourd qu'un peu trop léger. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, en DH, les mecs qui tournent en DH, ils ont des vélos qui tournent aux alentours des 17 kg, mais ils veulent pas descendre plus bas. On a déjà essayé de descendre plus bas, mais plus bas, le vélo, il est beaucoup moins stable, il est beaucoup, voilà, il saute de partout, il est beaucoup moins sûr dans les appuis. Donc moi, j'ai tendance à dire qu'un bon enduro, entre 15,5 et 17,5, mais franchement, un enduro à 13 kg, moi, il faut qu'on m'explique, quoi. Enfin, peut-être en Normandie, mais chez nous, un enduro à 13 kg, les gars, je sais pas comment vous faites, mais moi, tu me donnes un enduro à 13 kg, je fais 10 km, il n'y a plus rien sur le vélo, hein, donc il fait plus que 5 kg, hein, c'est clair. Donc pourquoi il va être obligé de peser ça? Bah déjà parce qu'on va mettre des vrais pneus dessus, donc des pneus qui vont minimum faire 1 kg pièce, avec des mousses dedans. Donc tout dépend après du terrain sur lequel vous roulez, mais voilà, nous on va mettre des mousses dedans. Ressort ou pas, donc ça c'est pareil, il va y avoir 500 grammes d'écart. Alu au carbone, il va y avoir 800 grammes d'écart. Et voilà, après à savoir, on va venir donc au grand débat, alu ou carbone. Alu ou carbone, déjà ça va dépendre de vos moyens. Ça va dépendre aussi de votre façon de piloter, de votre, oui, de ce que vous comptez faire. Si vous comptez faire du long, cassant, le carbone, au bout d'un moment, ça va vous tuer, ça va vous fatiguer. À savoir qu'un vélo qui est trop rigide, c'est un vélo qui a moins de grip, qui est plus exigeant. Donc, pour moi, l'alu au-dessus du trail, voilà, de la catégorie trail, donc XC, trail, le carbone, bonnard, pas de souci, il faut du rendement, c'est léger. Donc, au-dessus, dans mes pratiques gravity, pour moi, alu. Déjà, c'est plus tolérant, ça bouge. En termes de grip, en termes de ressenti, pour moi, c'est au-dessus. L'alu, il est loin d'être mort et je pense que l'alu en enduro, en DH, il a toute sa place. Sauf si, bien sûr, vous avez un super niveau et que vous cherchez quelque chose d'extra rigide, qui se place où vous voulez, que vous savez gérer les baramines, que vous savez trouver du grip là où il n'y en a pas, d'accord, mais ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc je dis un alu, en plus ça coûte moins cher, je préfère avoir un cadre alu et des composants de qualité plutôt qu'avoir un cadre à carbone et des composants de merde. Donc c'est pareil, après sur les composants, sur un cadre alu, des roues carbone, pourquoi pas? Pourquoi pas, si vous voulez compenser un petit manque de rigidité, à savoir que des roues carbone, ce ne sera pas plus léger que des roues alu, hein. Ce sera juste plus rigide, c'est tout, mais ce ne sera pas plus léger. Le cintre, pareil, carbone ou alu. Si vous prenez un vélo carbone, que vous mettez un cintre carbone, avec un peu de chance qui est en 35 et des roues carbone, je peux vous dire, votre vélo, il va aller tout droit, c'est impilotable, c'est clair et net. Un vélo, s'il ne bouge pas, s'il n'y a pas une flexion, voilà, ça tournera pas, ça vivra pas, ça aura pas de grip. Il faut faire attention à ça, il ne faut pas se faire avoir sur le full carbone pour aller chercher de la légèreté à tout prix. C'est zéro. Pareil, le guidon, faites une journée de bike park avec un guidon alu et vous faites une semaine après avec le même vélo, un guidon carbone, vous allez voir que vous allez manger. C'est trop rigide. Moi, je suis pour le full alu. Voilà. J'ai fait des tests. Pour moi, je suis pour le full alu. Après, chacun fait comme il veut. Donc, au niveau des composants, tant qu'on est sur les composants, quel groupe choisir par exemple? Donc, les groupes, on va éviter les entrées de gamme, SX, NX, toutes ces merdes là, en tôle ondulée, on va les oublier. Par contre, on va
Et évitez aussi tous les groupes un peu haut de gamme qui sont plus réservés à du cross-country, XX1, XTR. Bon, moi là, exclusivement, j'ai du XTR, exceptionnellement, parce que j'ai fait un bon coup dessus, mais sinon, voilà, XT, SLX, GX, même si le GX, ça me donne envie de vomir, mais XO, à la limite, XO, c'est pas mal. Le XO, c'est vraiment le XO, le XX1, c'est vraiment, il y a vraiment un gros gap entre le SX, NX, GX et le XO, XX1. SX, GX, NX, ça tient pas, ça ne tient pas dans le temps, ça vaut rien, c'est zéro. Autant passer sur du SLX ou du XT qui coûte 3 fois moins cher, vraiment 3 fois moins cher. Et vous aurez quelque chose de beaucoup plus fiable. Et ça servira à rien d'avoir au-dessus, ça marchera pas beaucoup mieux, vous n'allez pas gagner tellement plus de poids, mais c'est surtout que l'enduro c'est une pratique qui va mettre à mal votre équipement et que un dérailleur SLX ou XT, voilà, c'est 50 balles, qu'un XTR c'est 170 balles, quoi, 180. Donc faut penser à ça et penser au remplacement. Pareil, c'est valable aussi pour le pédalier, c'est valable pour tout. Essayer de voir quelque chose qui soit plus voilà, qui soit fiable et qui reste constant et solide surtout. Au niveau des freins, donc là vous avez le choix 2 ou 4 pistons, ça va dépendre de votre poids, ça va dépendre de votre terrain aussi. À savoir que le 2 pistons, c'est pas qu'il freine moins bien, c'est qu'il est plus on-off que le 4 pistons. Le 4 pistons va être plus progressif, donc on va mieux gérer et il va bloquer qu'en fin de course. Alors que le 2 pistons, si vous prenez 2 pistons un peu costauds, voilà, c'est on-off, quoi. T'appuies, il y a tout qui bloque et c'est pas forcément bon pour le freinage et c'est pas forcément bon pour les chronos. Donc je pense que c'est pas mal d'avoir quelque chose d'assez progressif. Donc c'est pour ça que le 4 pistons est pas mal et va peut-être tenir un petit peu mieux la chauffe que le 2 pistons. À voir, ça c'est toujours pareil, c'est toujours un peu compliqué. Au niveau des plaquettes, privilégier ou de la semi-métallique ou de la métallique. L'organique elle va pas tenir et la céramique, le problème de la céramique c'est que les premiers freinages ça freine pas, donc et ça refroidit très vite. Donc la céramique, gardez-le pour le bike park ou pour la DH, mais oubliez en enduro. La taille des disques, 200 devant. J'aime bien mettre du 200 derrière aussi, ou 180 ou 200, mais on voit quand même la différence entre le 180 et le 200. Tige de selle télescopique à long débattement le plus possible pour que vous ayez, là j'ai une 210, mais voilà, suivant les morphologies, essayez d'avoir la selle qui peut descendre le plus bas, ne mettez pas une 125 parce que ça coûte moins cher, ça va vous gêner, ça c'est clair et net. En termes de pneus, donc on en a parlé un peu tout à l'heure, ça va être des enveloppes. Moi j'aime bien mettre des enveloppes très tendres à l'avant, voire même du DH. À savoir que même à la limite, mettre un pneu plus costaud devant que derrière, pour pouvoir rouler avec un petit peu moins de pression et surtout dans les appuis, ne pas avoir peur ou de déjanter, parce que mine de rien, quand tu commences à piloter un peu agressivement, tu es quand même bien placé sur l'avant et ton pneu avant souffre au moins autant que ton pneu arrière. Donc moi sur l'avant, j'aime bien les Max Grip de chez Maxxis, en double down ou en DH, ça fait 1 kg à 1,4 kg avec des gommes très très tendres, avec une pression assez basse en mousse. Et derrière, je fais un peu moins gaffe, donc des gommes un peu plus dures, mais surtout des enveloppes costauds, et surtout avec des crampons. Les genres Maxxis Mignon, SS, Semi-Slick, tout ça. Ouais, si vous faites de l'enduro loisir, à la limite, pourquoi pas, et encore, j'ai envie de dire, c'est dangereux. Mais privilégiez du cramponné pour le grip au freinage, pour la traction en montée. Oubliez les pneus à rendement en enduro. Je suis pas fan, hein, vraiment. Là, on cherche vraiment du grip, on cherche à pouvoir se sortir vite, voilà, aller vite, à pouvoir se freiner le plus tard possible, avoir le plus de grip possible. Donc, les pneus semi XC, pour moi, c'est du pipeau. On va continuer sur les composants, la largeur de guidon. Les guidons en 800, en 810, c'est pour de la DH, ok, DH by park. Là où on n'a pas d'arbre, là où on a besoin d'avoir beaucoup de stabilité à haute vitesse. En enduro, on oublie, c'est n'importe quoi, ok, n'importe quoi. À savoir que les pros qui roulent en EWS, la majorité, Rude et compagnie,
ils roulent avec des guidons en 755, 760, 765, 770 pour certains, mais pas plus. Donc c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Je vais vous mettre les liens en bas dans la vidéo. Vous irez voir les articles. C'est en anglais, mais voilà, ceux qui se démerdent, ils comprendront. On va en parler aussi pour la géométrie. Vous allez voir que voilà, les grands guidons, ça passe nulle part. On ne peut pas bouger le vélo comme il faut. On est trop large. C'est beaucoup trop. Moi, le guidon, il est en 760. J'ai essayé. Je roulais en 760. J'ai essayé plus jusqu'à 800 et je suis revenu en 760 et c'est beaucoup mieux. On va faire un gros du travail sur la géométrie. Je vais vous mettre le lien dans la bio des tests qui ont été faits dernièrement par, je crois que c'est Enduro MTB, c'est un magazine anglais ou américain, sur la longueur des riches et la longueur des vélos. Et il s'avère que c'est pareil, tous les pros qui font des places en EWS roulent sur des vélos très courts, en empattement et en reach. Alors il y a plusieurs raisons. Déjà parce que il faut pouvoir sortir vite quand ça tournicote, quand ça tricote. Il faut pouvoir avoir beaucoup de grip. Et quand on a un vélo qui est très long, il faut avoir des positions très agressives, être très mobile sur le vélo. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de fatigue, pour pas grand chose au final, en termes de stabilité. Si vous voulez ce que vous perdez en maniabilité sur un vélo court, par rapport à la stabilité que vous pouvez gagner sur un vélo long, c'est pas gagnant. Parce qu'aujourd'hui, avec des vélos courts, des gros débattements et des angles assez ouverts, on peut avoir des vélos qui sont quasiment aussi stables. À savoir que l'enduro, c'est pas de l'ADH, c'est pas du bike park. Ça tourne, il y a des parties rapides, mais c'est pas de l'ADH. Donc la stabilité, c'est bien, mais ça sert à rien si on peut pas tourner. Moi, tous ces vélos qui font... Et pourtant, j'étais pro long. Hein, donc là, c'est dernièrement, d'ailleurs, dans mes anciennes vidéos, je prônais le long. Et depuis, j'ai étudié, j'ai essayé, j'ai fait plein de choses. Et il est clair que je me suis trompé et que si les mecs, si Rude, ils roulent sur un M alors qu'ils devraient rouler sur un M, sur un L, si Jack Moore chez Canyon sur le Strive qui fait 1m91, il roule sur un vélo avec un reach qui a moins de 460, je veux dire, si eux roulent sur des vélos comme ça, c'est pas pour que nous, qui sommes mauvais par rapport à eux, on s'amuse à rouler sur des camions, sur des semi-remorques qui font des empattements de 1350. Enfin, je veux dire, c'est complètement ridicule. Ça n'a aucun sens. Si eux n'arrivent pas à les bouger, nous, on les bougera jamais, c'est clair. Donc, pourquoi donc du coup j'ai fait une géométrie custom sur celui-là, je vous l'expliquais. Parce que moi, donc ça, la géométrie, il va falloir prendre en compte aussi votre stature, votre morphologie. Ok, donc vous avez la taille, ça va définir à peu près, sauf que dans la taille, il y a aussi l'entrejambe. L'entrejambe, si vous avez une entrejambe assez courte, donc un buste long, vous allez pouvoir avoir un reach un peu plus long. Ok, pour avoir le reach, donc bon, le reach, je vous refais pas tout, hein, le reach c'est de là à là, ok, c'est l'allonge du cadre, l'allonge du triangle avant. Si vous avez un buste long, vous allez pouvoir avoir un reach un peu plus long parce que, ok, ça va être plus long, on va pouvoir avoir plus d'allonge, ok. Si comme moi, vous avez de très grandes jambes, moi j'ai un entrejambe de 91 pour une taille de 1m83, c'est-à-dire que c'est l'entrejambe d'à peu près un mec qui fait 1m90, voire 1m92. Là, vous allez prendre un reach plus court parce que vous avez un buste plus court, donc moins d'allonge. Et par contre, vous allez pouvoir avoir un tube de selle plus long. Donc aujourd'hui, ça c'est quelque chose qu'on ne trouve plus, parce qu'aujourd'hui, ils font des reachs hyper longs et des tubes de selle hyper courts pour que même les petits puissent rouler sur des vélos qui sont 4 fois trop grands pour eux. Ce qui est important aussi, c'est que, pourquoi par exemple Richie Rude roule sur un Yeti en M et pas en L, il y a aussi le fait que, si vous voulez, le SB150 en M, de mémoire, il fait 460 de reach, 435 de base. Okay, le L, il passe à 485 de reach et 435 de base. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Je vous explique.
le vélo, vous avez le milieu. Ok? Aujourd'hui, dans le monde du vélo, à part une marque ou deux, je ne me rappelle plus, le seul moyen de faire des tailles plus grandes, c'est d'allonger l'avant. Merci les ingénieurs, super. Sauf que, au plus vous allongez l'avant, si les bases restent les mêmes, au plus vous déséquilibrez le vélo. C'est logique, quelle que soit votre taille, c'est logique. C'est complètement con. C'est-à-dire qu'un vélo qui a des bases en 435 en S, il va avoir des bases en 435 en XL. Sauf qu'en S, il va avoir un reach de 430 et en XL, il va avoir un reach de 510. Est-ce que vous vous rendez compte de la démesure du truc? C'est impilotable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir fait 2 essais, ce même magazine, pour avoir fait 2 essais, le SB 150 en taille L, il est impilotable, et le SB 150 en taille M, c'est le meilleur vélo. Pourquoi? Parce qu'il est équilibré. C'est-à-dire que on ne peut pas allonger un vélo comme ça, comme on veut, sans allonger l'arrière. Donc soit vous partez dans une optique comme Paul, par exemple, Paul les Norvégiens ou quelques autres marques comme Nicolai ou Géométron, qui eux disent nous on veut faire du vélo long parce qu'on est persuadé que le vélo long c'est mieux, ok, sauf que eux ils allongent l'avant mais ils allongent aussi l'arrière, comme les vélos, les Orange, la marque Orange, les Anglais, c'est pareil, ils ont des avants très longs mais ils ont des arrières très longs. Alors certes le vélo il tourne pas parce que forcément il est long, donc dans les pif-paf ça va demander beaucoup de trucs, par contre le vélo il n'est pas déséquilibré, on est toujours centré sur le vélo, et ça c'est quand même un bon point. Sauf qu'aujourd'hui, les Mondraker, les Meta, par exemple le Meta en L, qui est exagérément long, qui d'ailleurs finit bon dernier du test, parce qu'il est complètement impilotable, parce qu'il a des bases extrêmement courtes et un avant extrêmement long, ben ça rime à rien. Ça ne rime à rien, c'est zéro. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va chercher, c'est d'avoir le moins de différence possible entre le reach et les bases. Donc moi, les bases aujourd'hui, 442, 460. Voilà. Et il y a des vélos, donc suivant les tailles, par exemple en S, vous allez avoir par exemple en S, des vélos qui vont avoir 440 de reach et 440 de base. Et là, on est super centré sur le vélo. On est au top du top. Donc au plus on va déséquilibrer l'avant, au moins le vélo sera pilotable. Donc pour en revenir à ça, la taille du vélo importe. Elle importe beaucoup, c'est-à-dire qu'il vaut mieux sous-tailler pour avoir un vélo qui est centré et bien équilibré, plutôt que de surtailler et de se retrouver avec un vélo où il faut constamment rouler sur le guidon en chargeant l'avant, parce que sinon on n'a pas de grip sur l'avant. Parce que c'est simple, si vous me foutez la roue là-bas au devant, si vous pilotez centré sur le vélo, la roue elle ne tournera pas. Hein. Il faudra aller chercher devant. C'est l'horreur. Hein. Donc c'est toutes ces nouvelles géométries, en fait, mis à part ceux qui prônent des géométries longues avec des bases qui se rallongent, ça c'est valable. Sinon, le fait de juste rallonger l'avant, il faut être super con. C'est 0, 0, 0, 0. Et puis, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Hein. Ouais, mais t'es pas ingénieur, t'es pas ci, t'es pas ça. Mais il n'y a pas besoin d'être ingénieur. Hein. Il faut juste être con. Hein. C'est tout. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est de la débilité à l'état pur. Il s'avère qu'aujourd'hui, la majorité des pilotes enduro qui font entre 1m71 et 1m91 roulent, enfin 1m75 et 1m91, roulent sur des vélos avec des reach de 460. Okay, donc aujourd'hui, un reach de 460, c'est un Mondraker Foxy en S. À peu près, parce que le M, je crois, il fait 475 et le L fait 495. Okay, donc pour vous dire l'aberration du truc. Donc moi, pour être passé d'un Foxy à plus petit, ben effectivement, ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir. J'ai vraiment très peu perdu en stabilité. Par contre, ce que j'ai gagné en maniabilité et en vitesse, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de malade. Le reach très long avec les potences très courtes, ben, on vous vend ça comme étant le meilleur pour le vélo, sauf que les mecs dont c'est le métier ne roulent pas avec des vélos comme ça. Donc posez-vous les bonnes questions. Moi aujourd'hui j'aime beaucoup le ressenti d'une potence 150 en termes de... Ouais, je sais pas, en termes de ressenti, en termes d'effet gyro, je trouve que la 50 c'est très bien, la 60 c'est trop long, la 40 c'est trop court, c'est trop nerveux, trop direct. La 50 j'aime beaucoup. Pour l'angle de tube de direction, c'est pareil. Les vélos en 63, pourquoi faire? C'est impilotable, impilotable. En enduro, entre 64,5 et encore, moi j'irais même 65, 65, 66, c'est bien. Voilà, c'est bien. Après,
aucun intérêt. Après, au niveau du tube de selle, donc c'est aussi pour ça que les constructeurs rallongent les vélos, parce qu'ils veulent des tubes de selle qui se redressent pour que la position soit plus droite et qu'on ait plus de rendement. Sauf qu'évidemment, quand on redresse le tube de selle, effectivement, le top tube il rétrécit. Donc évidemment, si vous voulez un tube de selle très droit avec un angle très couché et un petit reach, c'est clair que le top tube il va être minuscule. Là, moi, mon top tube il est minuscule. Donc moi, ça va parce que j'ai un petit buste, mais effectivement, si vous avez un grand buste, vous ne pourrez peut-être pas piloter un vélo comme ça. Donc c'est pour ça que c'est très con, parce qu'en fait, ils allongent les vélos pour pouvoir avoir une meilleure position au pédalage. Mais c'est des enduros, les gars. Moi, je préfère à la limite un vélo qui pédale un peu moins bien, mais qui descend de folie, plutôt que le contraire. Mais bon, ça, c'est toujours pareil. C'est chacun voit midi à sa porte. En termes d'angle de tube de selle, 75, 75,5, ça commence à être pas mal. Et puis après, vous pouvez monter jusqu'à 78. Mais avec un vélo en 78, vous allez avoir un vélo qui est très long devant. Ça, c'est évident. C'est évident. Après, ressort ou air. Et ben déjà, ça va dépendre de votre suspension, si elle accepte le ressort ou l'air. L'air, ça marche très bien. Le ressort, ça marche très bien aussi. L'air, c'est moins constant si vous faites du long, ou par exemple en altitude, il va y avoir des variations de pression à l'intérieur. Mais voilà, un vélo qui est conçu pour rouler en ressort, franchement, le ressort, c'est vraiment bien. C'est un gros grip. Alors ça, effectivement, c'est un peu plus lourd, mais c'est un gros grip. Et ça a une sensibilité, c'est la folie, quoi. Puis c'est toujours constant, ça chauffe pas, enfin ça chauffe beaucoup moins, c'est toujours constant. Au niveau de la fourche devant, ne vous emmerdez pas avec du ressort, ils font des fourches à air qui sont formidables, donc vous emmerdez pas avec ça, restez sur de l'air. On va faire un petit récapitulatif. Donc je vais vous donner moi mon avis personnel, ok? Je vais pas faire comme un journaliste qui va vous dire oui, ça c'est bien, mais ça c'est pas bien. Alors moi je vais vous dire moi ce que j'ai pris pour moi et ce que je conseille, ok? Un cadre alu. Donc si vous tapez dans de l'enduro hard ou vous avez un terrain qui est exigeant, 160, 170, 160, 170. Pour des terrains un petit peu plus cool, vous pouvez commencer à 140 si vous voulez, ok? Alu, si vous pouvez, un ressort, si c'est possible. Sinon, les airs marchent très bien. Un groupe milieu de gamme, des roues alu, un cintre alu, un grand débattement de tige de selle, un cadre court, ok, tant en empattement qu'en reach, des bases privilégiées, des bases un peu longues. Franchement, les bases à partir de 440, c'est très bien. On a toujours cherché à faire des bases très courtes pour avoir des vélos nerveux, des vélos ci, des vélos ça. Mais les bases un peu plus longues, ça amène une stabilité et un grip qui est vraiment très intéressant. Sans pour autant perdre de maniabilité ni de nervosité. De toute façon, tout ça, on y revient. Moi, j'invente rien. Vous allez voir, les bases s'allongent. Les reach, ils vont commencer, à mon avis, à se rétrécir parce qu'ils se rendent compte que c'est des conneries. Donc voilà, moi, ce que je vous dis, c'est essayer de ne pas avoir trop de différence entre la longueur de vos bases et la longueur de votre reach. Ne me sortez pas des bases en 430 avec un reach en 500. Votre vélo, il va être impilotable, zéro, je vous le dis direct. Et si vous voulez du long, ben, prenez du long, mais avec des bases très longues et un avant très long, et vous aurez un vélo très long, et au moins vous serez centré dessus, et vous n'aurez pas à faire des gestes parasites, à devoir charger l'avant, à devoir vous faire chier. Voilà. Donc 29 pouces, des pneus qui en valent la peine, on n'économise pas de poids sur les pneus, le poids, ne vous focalisez pas là-dessus. De toute façon, un enduro, ça se monte au train. Il n'y a pas de, voilà, on ne fera pas de com en montée avec un enduro, sinon vous n'avez pas compris le but de l'enduro. Il faut qu'en descente, on puisse lâcher les freins, qu'on soit serein et que basta. Anti-dérailleur, si vous en avez le besoin, moi pour l'instant sur celui-ci, j'en ai pas besoin. En course, je le préconise parce qu'en course, on va plus vite, on a tendance à moins faire attention au shifting, donc l'anti-dé, oui. Voilà, après toujours de quoi réparer dessus, et puis voilà quoi.
C'est voilà, je vais je vais plus vite. Je vais plus vite, je m'en sors mieux, ça tourne mieux, c'est plus maniable. Et voilà quoi. Donc moi je vous invite à vous renseigner, à lire et pas tomber dans le piège marketing commun des marques et compagnies qui cherchent à faire du neuf pour faire consommer les gens et gagner plus d'argent. Voilà, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Bye.